Le diabète à La Réunion, on en a beaucoup parlé, mais souvent du type 2. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui une série de causeries sur le diabète de type 1. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette série de causeries. Vous connaissez le principe de l'émission, elle vous est proposée par l'Université de La Réunion en partenariat avec le CHU, l'IREPS et l'ORS. Le diabète à La Réunion, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. On a fait un certain nombre d'émissions, Santé Live, des causeries de la santé, sur cet enjeu de santé publique majeur même. On a déjà qualifié cet enjeu de majeur à La Réunion. Près de 10% de la population sont confrontés à cette pathologie, le diabète donc. Mais vous le savez peut-être pas, il existe plusieurs diabètes. Le diabète de type 1, le diabète de type 2. Nous parlons très souvent du diabète de type 2, mais ce diabète de type 1, il vaut aussi le détour, si je peux me permettre de le dire comme ça, en tout cas de s'intéresser plus à cette pathologie, à cette prise en charge. Il touche des réunionnais, adultes et enfants. Voilà donc, on vous propose une série de causeries pour mieux connaître cette pathologie, sa prise en charge. Pour parler de ce sujet, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Apavopoulet, Vincent Apavopoulet. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu favorablement. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter. Vous êtes endocrinologue, mais je pense que le mieux pour parler de vous, c'est en effet vous-même. Ouais, donc je suis médecin endocrinologue, diabétologue. Je travaille à temps partiel au groupe hospitalier Est-Réunion et j'ai aussi un cabinet sur la ville de Saint-André. Très bien, donc endocrinologue, il faut bien le dire. Souvent, on parle aussi de diabétologue. C'est la même chose? Ça fait partie de la spécialité. Endocrinologie, diabète, maladie métabolique. Maintenant, ça s'appelle endocrinologie, diabète, nutrition, je crois. Mais ça recouvre effectivement ce champ-là. Merci. Alors, plongeons dans ce sujet. Je disais en introduction de l'émission, on parle du diabète. Très souvent, on évoque le diabète de type 2. Il existe du diabète de type 1. Donc déjà, dans un premier temps, et pour les gens qui nous regardent, on peut s'interroger, c'est quoi le diabète de type 1, presque par rapport au diabète de type 2? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de diabète. Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par une hyperglycémie, un excès de sucre dans le sang. Et cet excès de sucre dans le sang est lié à un problème de fonctionnement du pancréas, qui ne produit pas assez d'insuline, ou à une mauvaise efficacité de l'insuline qui est produite, ou aux deux. Alors, comme vous le voyez sur la diapositive, il y a deux grands types de diabète, mais pas que. 10% environ des types de diabète sont représentés par les types 1, un peu plus de 80% les types 2, et après on a des diabètes secondaires à d'autres pathologies, il y a des diabètes gestationnels, il y a des diabètes monogéniques aussi, qui représentent un pourcentage plus faible. Alors, sur cette diapositive, vous voyez que les modes de présentation sont différents entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, il arrive plutôt avant 35 ans, avec un pic de fréquence au moment de l'adolescence. Mais on peut aussi avoir des diabètes de type 1 plus âgés. On dit qu'il y a environ 10% des diabètes qu'on considère type 2, par exemple, qui sont des diabètes de type 1 qu'on appelle à marche lente. La présentation du diabète de type 1, elle est différente du diabète de type 2 qu'on découvre souvent sur une prise de sang. Le diabète de type 1, lui, il va se caractériser par une présentation bruyante, un début plus explosif. Voilà, quand vous dites bruyant, explosif, c'est-à-dire des symptômes forts. Voilà, ce sont des symptômes de l'hyperglycémie qui se traduisent, on appelle ça, nous, le syndrome cardinal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une polyurie, les gens vont se mettre à aller beaucoup uriner parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang, et le seuil de réabsorption rénale du glucose va être dépassé, donc on va, entre guillemets, pisser du sucre. On va compenser en buvant, donc la polydipsie. Il y aura un amaigrissement, d'accord. Il y aura une fatigue qui va s'installer, et chez les enfants, par exemple, on peut voir, parce que ça peut survenir chez les très jeunes, on peut voir une cassure de la courbe staturopondérale, et même chez certains enfants, on peut voir qu'ils vont se remettre à faire pipi la nuit. Ça peut être un signe d'alerte de la présence d'un diabète de type 1. Donc ça, ce sont les symptômes de l'hyperglycémie, et si on n'en tient pas compte, on peut aller vers une complication qui peut être très grave, qui s'appelle l'acidocétose. C'est-à-dire que
quand on a cette hyperglycémie qui s'installe, qui est liée à un manque d'insuline, l'organisme ne va plus pouvoir récupérer de l'énergie en utilisant le glucose. Vous avez fait d'autres émissions, je pense que vous avez déjà abordé le rôle de l'insuline, qui est une petite clé, on va dire, qui fait rentrer le glucose dans les cellules. Donc là, il n'y a plus assez d'insuline. Donc comment on fait pour récupérer de l'énergie? L'organisme, il a des voies de dérivation sur tout ce qui est synthèse des protéines et des acides gras. Mais en utilisant ces substrats, il y a une production de corps toxiques, qu'on appelle les corps cétoniques, qui sont acides. Et l'accumulation de ces corps cétoniques va entraîner des symptômes chez le patient, un type de ce qu'on appelle dyspnée, ils vont avoir des problèmes respiratoires, ils ont du mal à respirer, il va y avoir des douleurs abdominales liées à l'acidose, et puis l'accumulation de ces corps cétoniques donne une haleine un peu qu'on appelle pomme pourrie, c'est un peu l'haleine qu'on a le matin au réveil, là, qui est assez caractéristique. Donc il y a aussi une déshydratation qui s'installe, et si on n'est pas très vigilant, après on ne vient pas consulter rapidement parce que ça peut s'installer sur environ 3 semaines, hein, ces symptômes-là, et il y a un retentissement sur le pronostic vital avec un coma qui peut être une complication ultime. Donc ces signes-là doivent alerter. Alors, souvent chez les adultes, ils viennent consulter avant, mais chez les enfants, on peut se dire, ouais, bon, voilà, il se met à faire pipi, c'est pas très grave, ça va se corriger, tiens, c'est bizarre, il perd un peu de poids, mais on fait pas très attention, mais ça doit être des signes d'alerte qui doivent nécessiter une consultation chez le médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anomalie liée à la glycémie. Donc ça, c'est par exemple un enfant, parce que c'est important finalement de bien s'approprier un peu ces signaux d'alerte, ne serait-ce pour aller consulter et être sûr que ça soit ça ou encore mieux pas ça. Donc c'est, si j'ai bien compris, hein. Alors chez les enfants, effectivement, un des signaux, c'est que l'enfant refait pipi au lit vers 5-6 ans. C'est pas quelque chose de normal, donc ça doit susciter un intérêt et consulter. Si j'ai bien compris, je crois, aller uriner beaucoup plus que d'habitude. C'est ça, on va se mettre, les personnes vont se mettre à aller se lever 4-5 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Et quand je parlais d'acidocétose tout à l'heure, c'est malheureusement aujourd'hui le mode de découverte du diabète chez 80% des enfants. Et il y a vraiment un travail à faire auprès même des collègues médecins finalement pour les sensibiliser à ça, pour éviter que le mode de découverte soit aussi brutal et traumatisant, parce que ça veut dire hospitalisation aux urgences, peut-être passage en réanimation, pour corriger les troubles hydroélectrolytiques. Oui, on verra probablement tout à l'heure, on parlera des stades de la maladie, et qu'il y a effectivement peut-être des choses qui peuvent être faites en amont. Voilà. Donc alors, après, si on revient sur le tableau, comparaison, donc c'est pas le même profil, on l'a vu, hein, l'âge de découverte est souvent pas le même, ce qu'on appelle le phénotype du patient, il est souvent pas le même, le diabète de type 2 chez des gens plutôt en surpoids, avec parfois une obésité, le mode de découverte il est fortuit, mais quel que soit le type de diabète, il est très important de comprendre que la prise en charge de ce diabète, la correction de cette hyperglycémie, elle est fondamentale. Donc, et les complications, elles peuvent arriver, qu'on ait un type 1 ou qu'on ait un type 2, et il faut vraiment se dire que, quel que soit le type de diabète qu'on a, voilà, il faut mettre en œuvre ce que vous avez déjà évoqué pour le type 2, c'est-à-dire les mesures génétiques, les traitements, et là, c'est le traitement du diabète de type 1, on a dit, c'est une carence en insuline, on n'a pas d'autre choix que d'apporter de l'insuline, et je dirais l'insuline, c'est le traitement, ne peut pas guérir le diabète, c'est un traitement palliatif, et que le patient va devoir prendre toute sa vie. En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du pancréas? Parce que c'est ça, on connaît quand même quelques éléments. Ce qui se passe au niveau du pancréas, c'est qu'il y a une destruction de la partie du pancréas qui fabrique l'insuline. Ces cellules bêta qui ont de Langerhans, hein, qui sont détruites. Il y a des cellules inflammatoires qui se mettent là-dessus et qui détruisent progressivement ces cellules-là. Et pour diagnostiquer un diabète de type 1, nous, on va observer les symptômes, on va mesurer la glycémie, et puis on va doser des anticorps, des petites protéines, qui ne vont pas avoir de rôle pathologique réel, hein, mais qui vont être des marqueurs de cette inflammation au niveau du pancréas. Donc c'est à partir de là qu'on pourra dire à la personne, ce que vous avez, c'est un diabète de type 1.
D'accord. Peut-être aussi pour repréciser, parce que souvent, quand on parle du diabète, c'est souvent associé à l'hygiène de vie. Peut-être préciser aussi que bah, le diabète de type 1 est moins lié à l'hygiène de vie. C'est une... Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas forcément des personnes en situation d'obésité ou de surpoids qui vont développer un diabète de type 1. Il y a, donc comme je le montre sur la diapo d'après, il y a une prédisposition génétique qui est impliquée. Dans 85% des cas, il n'y a pas d'antécédent familial de diabète de type 1, mais chez les diabétiques de type 2, il y a souvent un contexte de surpoids avec une hérédité qui est plus forte. Et l'hérédité, c'est pas forcément que les antécédents familiaux, c'est aussi le mode de vie qui vous a été transmis avec l'alimentation qui n'est pas forcément équilibrée. Donc rapidement, on voit que dans la population générale en France, on a 0,4% de risque de développer un diabète de type 1. Et si on a un apparenté du premier degré, c'est 10%. Et chez les jumeaux, c'est entre 30 et 70% de corrélation pour qu'ils soient diabétiques de type 1 tous les deux. D'accord, donc effectivement, l'hérédité, mais finalement, j'avais d'autres... je pensais que le chiffre de l'hérédité était beaucoup plus fort, donc finalement, on peut aussi avoir un enfant, même si on n'a pas d'antécédents familiaux, Oui. on peut avoir un enfant qui déclare un diabète de type Il y a une prédisposition génétique. Comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a une prédisposition génétique. C'est-à-dire que vous avez un facteur qui va faire que vous allez développer un diabète de type 1. Maintenant, pour que ça se déclenche, il faut une agression extérieure. Il faut un élément qui appuie sur la gâchette, on va dire. Et ça, on ne sait pas bien ce que c'est. Ça peut être un virus, ça peut être un facteur environnemental, ça peut être je sais pas, voilà, le mode de vie, enfin bref, plein d'éléments qu'on n'a pas encore identifiés qui font qu'à un moment, cette prédisposition génétique s'installe. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Votre niveau d'insuline, il est à 100%. Et progressivement, ça va diminuer. Donc il y a ce qu'on appelle le stade 1 qui peut aller sur cette période-là, où là, il n'y a pas de dysglycémie. La glycémie va rester normale. Et puis, on peut doser ces fameux marqueurs génétiques, ces fameux marqueurs auto-immuns, pardon, ces anticorps. On pourrait les doser pour essayer de dépister les personnes. Et puis, là, vous avez le stade de diabète préclinique, le stade 2, où là, il y a les anticorps qui sont présents et la glycémie qui commence à être altérée. Il y a des essais cliniques aujourd'hui avec des molécules qui vont jouer sur l'immunité, qui ont montré que si on repère les gens à ce stade-là, avant de basculer sur la partie 3, qui est le diabète patent, il y a possibilité de retarder le passage à l'insuline jusqu'à 24 mois. Donc il y a des molécules comme le teplizumab par exemple, qui est un anticorps monoclonal, ou il y a un antihypertenseur qui a été testé qui s'appelle le verapamil, c'est un médicament qu'on connaît depuis longtemps, qui ont été testés et qui ont montré ces éléments-là sur des petites cohortes. Mais bon, ça veut dire que il y a discussion de savoir si on met en place certains proposeraient un dépistage en fait de personnes diabétiques de type 1 et puis voir si on met en place ces traitements-là. Mais bon, l'évolution classique elle est celle-là, et puis donc, vous voyez que les symptômes ils vont apparaître quand il ne va plus rester que environ 10% de cellules pancréatiques fonctionnelles. Avec là l'hyperglycémie qui s'installe, et là on passe dans la partie diabète. Là on traite, et puis au bout il reste encore quelques cellules pancréatiques qui vont rester fonctionnelles. On peut observer ce qu'on appelle une rémission. On appelle ça une lune de miel qui peut être plus ou moins longue. Une lune de miel, ouais. Vous avez de l'humour. Hein. Non, mais ça s'appelle vraiment comme ça, où le patient, il voit ses besoins en insuline diminuer. Ouais. Donc là, on va le suivre, on va lui dire attention, ça peut durer un certain temps, jusqu'à 5 ans statistiquement. Là. Mais après, au bout d'un moment, il n'y a plus de sécrétion d'insuline possible. Et là, on traite, on est reparti sur le traitement à long terme, avec cette insulinothérapie qui va être à vie. Donc effectivement, si je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, les signaux d'alerte qu'on évoquait en début d'émission, c'est quand en fait on est déjà dans la phase 3. Voilà, c'est ça, hein, c'est entre le 2 et le 3, voilà. On va basculer. Et vous disiez qu'effectivement, il y a tout un enjeu à essayer plutôt
d'être dépisté, d'être pris en charge quand on est dans la phase 2, parce que là, il y a des choses possibles pour retarder finalement cette entrée dans la maladie. Mais qu'est-ce qui doit nous alerter Donc après, après c'est ça, c'est qui on va dépister. Donc ça, c'est un travail à faire avec les collègues, chercheurs, pour voir quelle personne on va screener dans ce cadre-là. Après, le problème aussi qu'on a, c'est que ces molécules qui sont développées sont des molécules qui coûtent cher. Et clairement, les industriels, oui, ils sont là pour produire des choses pour soigner les gens, mais il y a aussi une logique économique derrière. Donc il y a beaucoup de molécules qui ont été testées qui peuvent fonctionner, mais il y a une notion de rentabilité, c'est-à-dire... Il n'y a pas assez de malades pour que ça soit rentable. Clairement, c'est ça. Bah, justement, on évoque la question de la quantité des ordres de grandeur, en fait. On a déjà évoqué le diabète de type 2, mais sur le diabète de type 1, on parle de quoi en termes d'ordre de grandeur? Alors j'ai pas de chiffres spécifiques, j'ai pas trouvé, mais je sais qu'il y a un travail qui est fait, il y a une étude qui s'appelle Diabirun, qui est pilotée par mes collègues du CHU Sud, je crois, sur ce travail-là, sur le diabète de type 1 et le diabète de type 2, globalement sur le diabète chez l'enfant à La Réunion, donc je pense qu'on aura des réponses prochainement. Ce qu'on sait, bon ça, vous avez dû l'aborder aussi, c'est qu'il y a des données sur le diabète à La Réunion, on est champion de France malheureusement, avec 10% de population environ diabétique, avec contre 5% sur la métropole. Alors, là, c'est un petit élément sur l'incidence, c'est un nombre de nouveaux cas de diabète de type 1 chez l'enfant en France. On voit que sur cette courbe, on est un peu en dessous du taux de l'incidence nationale, mais que les courbes sont parallèles. C'est-à-dire que l'incidence à La Réunion augmente entre 2013-2015 jusqu'en 2015-2017. Il y a une augmentation quand même de l'incidence parallèlement à celle de la métropole, même si elle est plus faible. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en Europe, il y a un gradient de prévalence nord-sud. C'est-à-dire qu'il y a plus de diabétiques de type 1 dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Donc, facteurs environnementaux peut-être, mais c'est souvent les pays nordiques en fait qui sont un peu plus touchés que les pays du sud. Et pourtant, ici aussi, ça augmente. Donc, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le nord de l'Europe. Donc, les questions peut-être de mode de vie interviennent aussi. Oui, je pense qu'il y a des... Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va dire, les cellules immunitaires deviennent folles et attaquent? C'est toute la question, et pas seulement dans le diabète, des maladies auto-immunes. Donc effectivement, quand même, une certaine vigilance à garder, même des autorités sanitaires sur cette question du diabète de type 1, notamment chez l'enfant, avec l'idée de développer quand même des processus en fait de suivi, de dépistage, de signaux d'alerte. Ça, je pense que oui, l'histoire du dépistage, il faudra des recommandations de sociétés savantes pour dire qu'est-ce qu'on dépiste, qui on dépiste, parce que dépister c'est bien, mais il faut avoir une réponse à proposer face à ce dépistage. Donc là, j'ai ouvert une petite porte, mais c'est vraiment à creuser. Après, je pense que le message des autorités, le message qu'il faut faire passer, c'est aux parents, comme à certains médecins généralistes, un jeune garçon, un jeune enfant qui vient consulter chez vous parce qu'il se remet à faire pipi, parce qu'il perd du poids, parce qu'il a des douleurs abdominales, faut pas hésiter à juste lui piquer le doigt pour être sûr que ce ne soit pas un diabète. Alors, maintenant, on a parlé on comprend un peu mieux ce qu'est la maladie, on a fait la différence avec le diabète de type 2. Alors, en termes de vie avec la maladie et de prise en charge, déjà, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au diabète de type 2 ? Et puis, comment ça se passe en fait? Le diabète de type 1, avant un diabète de type 1, ça revient finalement à demander à quelqu'un d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire de devoir vivre avec des contraintes qui sont de devoir mesurer son taux de sucre, de devoir faire un traitement par insuline à vie. Alors heureusement, il y a eu d'énormes progrès dans cette prise en charge-là. C'est bien de faire un petit point là sur cette image. Vous voyez, ce jeune patient s'appelle Leonard Thompson. C'est la première personne au monde à avoir reçu une injection d'insuline sur la partie gauche de la diapo. Et ça, c'était en 1922. Il était au Canada, il s'est présenté à l'hôpital de Toronto dans l'état là sur la partie gauche, avec sa maman. Là, il avait 14 ans. D'accord ? Donc, décompensation hyperglycémique, perte de poids. À l'époque, le traitement du diabète, c'était une diète glucidique très stricte. Et
on monitorait la mesure du sucre sur la glycosurie, c'est-à-dire on s'épissait les gens et on regardait la quantité de sucre qu'il y avait dans les urines. Et en gros, c'est vous mangez en éliminant les glucides et vous réintroduisez petit à petit des quantités de glucides et dès qu'il y a une glycosurie, on redescend. Donc c'est des apports caloriques très faibles, 850 calories par jour, donc vraiment rien. Et donc il y a très peu de gens qui tenaient, et finalement les diabétiques de type 1, ils ne mourraient pas forcément du diabète, mais ils mourraient plutôt de faim. Donc Leonard Thompson, il arrive à l'université de Toronto, où là il y a des chercheurs, Frédéric Banting, Charles MacLeod, James Collip et Charles Best, qui sont en train de développer l'insuline. Et ils bénéficient de la première injection d'insuline. Alors la première s'est très mal passée parce que l'extrait n'était pas assez purifié, c'était du pancréas de vache, je crois. Donc ça s'est mal passé, il y a eu des abcès, mais après ils ont retravaillé dessus, et là, le miracle a eu lieu, son taux de glucose a baissé. Et donc il a pu survivre un certain temps, il est décédé à l'âge d'une trentaine d'années, je crois, d'une pneumonie. Mais depuis 1922, ça a changé la vie des diabétiques de type 1. C'est-à-dire que là, il y avait un vrai traitement efficace, et ça a été la première révolution. Après, il y a eu beaucoup de développement sur l'insuline. On est passé des insulines animales aux analogues humains d'insuline, et aujourd'hui, on va dire le schéma gold standard du traitement du diabète du type 1, c'est un schéma qu'on appelle basal-bolus, c'est-à-dire qu'une insuline qui couvre les besoins de base en dehors des repas, lente ou ultra lente, et puis une insuline rapide qu'on fera au moment des repas. D'accord. Donc l'insuline pour vivre, qui permet de tenir à jeun, et puis l'insuline pour manger, qu'on fait quand on doit s'alimenter. Puis donc si on revient à l'image, vous voyez qu'en 2022, la jeune femme là, elle a l'air d'être épanouie, de faire de l'activité physique, néanmoins elle a sur elle des dispositifs. Il y a deux dispositifs, ça c'est ce qu'on appelle un capteur de glucose, donc ça mesure le taux de glucose interstitiel toutes les 5 minutes, et ça communique avec ce qu'il y a ici, c'est une pompe à insuline qui lui délivre ses besoins en insuline. Donc ce système permet à la patiente de s'affranchir, on va dire, de certaines contraintes de contrôle et de gestion du traitement. Donc toute la partie de gestion de l'insuline en dehors des repas sera gérée de façon autonome par la machine. Il y a une intelligence artificielle, un algorithme dedans. Par contre, la patiente doit renseigner ce qu'on appelle ses quantités de glucides au moment où elle va manger. Pour que la machine compense. Pour que la machine ne sait pas détecter encore les repas. Et je pense que ça va venir dans quelques années, où là, il y aura vraiment un vrai... on n'appelle pas ça pancréas, parce que le pancréas, il ne fait pas que fabriquer de l'insuline, il fabrique plein d'autres hormones, mais en tout cas, un système à boucle fermée, là pour l'instant, il est hybride, parce qu'il y a encore l'intervention du patient au moment de ce qu'on appelle les bolus repas, mais un système à boucle fermée complète, où le patient aura juste à accepter de porter le système sur lui, et à surveiller quand même, parce que un pilote automatique, c'est bien, mais il faut quand même vérifier que ça fonctionne, la situation. C'est une évolution qui apporte quand même pas mal en qualité de vie des patients, parce qu'avant les boucles fermées, c'était plutôt contraignant. Alors déjà, la mesure de sucre, il fallait se piquer le doigt 5 fois par jour. Voilà, donc avant, en gros, le quotidien, enfin, vie ma vie de diabète de type 1, sans caricaturer, c'est je me lève le matin, je me pique le doigt, si je sais compter mes glucides, je vais voir les quantités dans mon petit déjeuner, je regarde ma glycémie, je regarde la quantité de glucides, je me mets de l'insuline éventuellement un peu pour corriger mon hyperglycémie si je suis haut, et puis par rapport à ce que je vais manger, pareil pour le midi, pareil pour le soir, avec 5 à 6 contrôles par jour, voire plus. Donc pour les bouts de doigts et pour la qualité de vie, donc c'est pas terrible. Donc il y a les injections discontinues d'insuline avec des stylos, donc qui ont quand même amélioré le confort, parce qu'avant il y avait les seringues. Et puis maintenant, si on veut passer au-delà des stylos, il y a les systèmes avec les pompes. Ça, c'est une pompe filaire. Il y a des pompes qui existent sous forme de patch, où il n'y a pas de fil, qui sont beaucoup plus discrètes. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, la charge mentale, grâce à la technologie du diabète, a été diminuée. Mais ça ne dispense pas du soin. C'est très important de s'occuper de soi quand même, de rappeler que le diabète de type 1, comme le diabète de type 2, donne des complications s'il n'est pas pris en charge, de rappeler, je pense que vous avez dû l'évoquer, qu'il y a une cible qu'on appelle l'hémoglobine glyquée qu'on doit suivre pour savoir quand le diabète est équilibré ou pas, qu'il ne faut pas dépasser ce 7% d'hémoglobine glyquée là, même pour les diabètes de type 1, pour se mettre à l'abri de ces complications.
D'accord. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, cette maladie est plutôt bien prise en charge. En tout cas, il y a une réponse qui existe, vous l'avez dit, c'est finalement compenser un petit peu le rôle du pancréas en apportant l'insuline nécessaire. La technologie aujourd'hui, elle permet de rendre ça plus acceptable dans le quotidien, avec des patients qui doivent vivre avec toute leur vie. C'est ce que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est l'inacceptable. Il n'y a pas le choix, ouais. Ils n'ont pas inventé le traitement pour guérir le diabète, ouais. mais ils ont inventé le traitement pour vivre permettre, avec. voilà, Ouais. pour vivre avec. Alors après, bon, on peut tomber dans les caricatures, mais aujourd'hui, un diabétique de type 1, bon, je ne sais pas si vous connaissez le tennis, mais Alexander Zverev, je crois qu'il était numéro 4 mondial à un moment, il est diabétique de type 1. Oui. Je crois qu'il y a des études aussi sur le Grand Raid avec voilà, des diabétiques de type 1. Donc il y a des gars ici, il y a des raiders qui ont fait le Grand Raid, il y a des footballeurs professionnels, l'avancante de l'équipe du Danemark, Kasper Dolberg, il a un diabète de type 1, d'accord. Ça l'empêche pas de jouer au niveau. Alors, oui, il va rester des contraintes. D'accord, il va rester donc le fait de devoir porter des dispositifs, et je pense qu'on aura peut-être des petits soucis après, notamment chez nous, hein, quand il fait très chaud. Moi j'ai des patients qui ont ce genre de système là qui me disent ça se décolle. Oui, ça se décolle, donc faudra travailler là-dessus. Après, l'évolution qu'on va avoir, c'est l'automatisation complète, d'accord, mais c'est une réponse pour alléger la charge mentale. Mais tous les patients ne souhaitent pas forcément avoir ce dispositif sur eux, parce que ça se voit. Oui. D'accord, il y en a qui sont discrets, mais il y en a qui peuvent se voir. Par contre, il faut le reconnaître que ça a allégé la charge mentale pour le patient, et quand je parle, tout à l'heure on parlait des enfants, aussi j'allais y venir. Pour les parents. Oui. Parce que ma vie de parent diabétique de type 1, ça veut dire que le soir, j'ai la crainte que mon enfant il fasse des hypos. D'accord, et avec ce genre de système-là, je connais des parents qui ont récupéré un rythme de vie, un rythme de sommeil tout à fait normal. Oui, parce que sinon c'est à surveiller en permanence. Bah, il y avait cette angoisse de dire je fais une hypo, donc je vais voir ce qui se passe, est-ce qu'il va la ressentir ou pas. Tandis que là, bon, la machine fait le job et permet de dormir, on va dire, en sécurité. Parce qu'effectivement, cette boucle fermée que vous aviez évoquée, elle est aussi disponible pour les enfants aujourd'hui. Voilà, il y a des restrictions d'âge pour certains systèmes, mais les enfants peuvent être à Paris. Bah, on le verra de toute façon dans le deuxième épisode de cette série de causeries. On évoquera la question particulière de l'accompagnement des familles qui nécessite d'être accompagné quand un enfant est diabétique. L'émission touche bientôt à sa fin. Souvent, j'interroge sur les perspectives parce qu'on a parlé technologie. Il y a des choses sur la route là qui vont en termes en termes d'innovation pour continuer à alléger cette charge mentale, si je reprends vos propos, ou alors guérir du diabète. Je ne suis pas sûr que ça soit dans les cartons pour le moment. Mais... Alors, la technologie, les industriels continuent à travailler, donc on aura, je pense, des systèmes plus petits, des systèmes qui vont permettre peut-être une détection automatique des repas. Donc on en a parlé tout à l'heure. Il y a des études sur des systèmes bi-hormonaux, parce que là on envoie de l'insuline, mais on peut aussi envoyer des systèmes en test avec du glucagon, donc c'est une hormone qui va servir à compenser les hypoglycémies. Il y a aussi des greffes d'îlots pancréatiques, donc ça existe aussi, d'accord. Qui peuvent dans certains profils de patients être proposés. Ça, on le fait déjà en France avec des critères spécifiques. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce volet technologique, il est très très prédominant. Après, moi je pense aussi que les pistes, c'est intervenir dans ce que j'appellerais le pré-diabète de type 1, avec tout le volet sur l'action sur l'auto-immunité, et j'espère qu'on aura des réponses à apporter dans le futur sur ces éléments-là. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire avant la phase 3, là il y a des choses à faire, et il y a d'aide de l'innovation qui peut nous amener à être plus efficace là avant de tomber dans quelque chose de plus lourd. Voilà, ça ce serait l'idéal, ça aurait été de pouvoir intervenir là, et puis de voir si on peut retarder le passage à l'insuline et ses contraintes quotidiennes quand même. Alors, pour terminer cette émission, peut-être on peut juste rappeler les quelques signaux d'alerte, parce que c'est important que les gens qui nous regardent, et puis que cette émission, elle serve aussi à ça, hein, que les gens qui nous regardent, finalement, développent une certaine
sensibilité à ça, hein. On avait dit quand on va uriner beaucoup, Voilà, donc c'est perdre du poids. voilà, ce qu'on appelle nous le syndrome polyuropolydipsique. Donc on se lève 4-5 fois la nuit pour aller faire pipi, on compense en buvant beaucoup. Alors il y a des gens qui compensent en buvant des produits sucrés, donc ça va aggraver l'hyperglycémie, la perte de poids. Donc ça, c'est on recommence le pipi au lit chez les enfants. Voilà, le fait que les enfants qui sont d'un certain âge se remettent à aller uriner. Donc ça, c'est des signes d'alerte qui font que si vous avez un enfant, en tout cas, il faut consulter et faire un test de glycémie capillaire. Chez les adultes, ils vont réagir, je pense, quand même. C'est un peu différent. Mais chez les enfants, ça, c'est aux parents et à certains médecins qui les reçoivent d'être vigilants par rapport à ça. Et il faut savoir aussi qu'il y a 10% des diabètes qu'on considère type 2 à La Réunion qui sont en fait des types 1, avec une présentation un peu atypique. Et nous, diabétologues, on essaye vraiment de les dépister, parce que ce sont des gens qui vont devoir utiliser de l'insuline dans les 2 à 10 ans suite à la découverte du diabète. Et c'est vraiment important que toute personne qui a un diabète avec une présentation un peu atypique, un peu mince, sans antécédent, il ait quand même un avis diabétologique pour bien typer les choses et lui proposer la prise en charge la plus adaptée possible. Très bien, donc effectivement, en présence de ces signaux, en tout cas, la moindre des choses, c'est d'en parler avec son médecin. C'est évidemment ça la porte d'entrée. Oui. Et puis effectivement, à voir avec le médecin, aller voir un diabétologue si ça peut présenter des caractéristiques un peu particulières. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Apavupoulet. On a pu bien dégrossir le sujet. On sait un peu mieux maintenant ce qu'est le diabète de type 1 et puis aussi versus le diabète de type 2. On va, dans les prochaines émissions, continuer à évoquer ce diabète de type 1, sa prise en charge, des questions d'innovation, mais aussi comment les familles sont accompagnées. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à nous suivre sur les prochains épisodes de cette causerie. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la page YouTube de l'Université numérique de La Réunion. Vous pourrez voir nos précédentes émissions et toutes les prochaines. Merci beaucoup, docteur Apavupoulet. Merci. Quant à vous, merci, à très bientôt. Passez une belle fin de journée. Au revoir. Thank you.